Nous sommes le lundi 21 décembre. Un grand merci pour votre mobilisation de fin de semaine. Cependant, nous ne sommes pas encore sereins parce qu'il nous manque en vérité plusieurs mois de budget. Alors mon appel devient forcément urgent. Il reste quelques jours, une grosse semaine, pour atteindre les objectifs financiers qui assureront la survie de votre chaîne en 2021. Notre budget annuel est à nos yeux important en réalité. Il ne représente non pas 3 mois, pas 3 jours, pas 3 heures, mais 2h20 de programme de France Télévisions financé par vos impôts. Avec beaucoup d'ingéniosité, la première chaîne audiovisuelle alternative de France poursuit sa progression et se renforce, touchant dorénavant des millions de visiteurs uniques. Soutenez le projet de TV Liberté en faisant un don défiscalisé impérativement avant le 31 décembre. Aidez-nous tout de suite ensemble pour nos libertés. Frappons plus fort. Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette première édition de la semaine. Au programme ce soir, la nouvelle mutation du Covid-19, nouveau prétexte pour enfermer les peuples. Un nouveau variant du virus aurait été identifié en Grande-Bretagne. Il est suspecté d'être plus contagieux, de quoi fournir aux gouvernants un nouvel argument pour resserrer la vis. Nous partirons ensuite à la rencontre des Parisiens pour évoquer leur fête de Noël et leur attitude face au vaccin, tout juste validé par l'agence européenne. Et puis nous reviendrons également sur les dernières actualités du Brexit. Alors que la date fatidique du 1er janvier approche, les négociations entre Bruxelles et Londres tournent au ralenti et ce n'est pas le Covid qui devrait accélérer les choses. Nouvelle mutation du Covid-19 identifiée en Grande-Bretagne. À quelques jours de Noël, l'annonce d'une souche possiblement plus contagieuse vient secouer l'Europe. Un nouvel argument pour justifier de nouvelles privations des libertés. La nouvelle variante du SARS-CoV-2 est hors de contrôle. La déclaration émane du Premier ministre britannique Boris Johnson. Une déclaration qui a entraîné une annonce de reconfinement d'une bonne partie de l'île. En effet, dans le sud-est du pays ainsi que dans la capitale, l'assignation à résidence est de nouveau la règle. Les fêtes de Noël seront donc compromises pour quelques 16 millions de Britanniques, des annonces qui ont eu un effet instantané. En effet, de très nombreuses personnes ont pris leurs valises pour changer de région et éviter les mesures drastiques de la capitale. De quoi engendrer des situations de cohue dans les transports et favoriser la dissémination du virus dans le reste de l'île. Plusieurs pays européens ont annoncé la suspension des liaisons aériennes avec l'Angleterre. Dimanche, à l'issue d'un énième conseil de défense, le gouvernement français a également annoncé l'arrêt de tous les déplacements en provenance de la Grande-Bretagne pendant 48 heures. Une décision d'autant plus facile à prendre qu'elle s'applique avec la nation qui se débat toujours avec le Brexit. Problème, il n'y a évidemment pas de consensus européen pour le moment. Ainsi, il devrait suffire de passer par un pays dont la liaison n'a pas été suspendue pour entrer dans un autre qui, lui, l'aura fait. Une nouvelle démonstration des carences engendrées par le refus des mondialistes de fermer les frontières nationales. Quoi qu'il en soit, cette annonce du nouveau variant du Covid-19 n'est pas une surprise. Depuis l'apparition du virus, cette question était ouverte. D'ailleurs, la mutation appelée B117, observée en Grande-Bretagne, n'est pas la première. Le professeur Didier Raoult de l'IHU Méditerranée explique depuis longtemps qu'il y a différents variants observables. C'est en réalité l'évolution systématique d'un virus dont la séquence génomique s'altère à force de réplication. En d'autres termes, quand le virus passe entre plusieurs individus, son matériel génétique se copie plus ou moins fidèlement. Cette réplication peut alors entraîner toutes sortes de conséquences sur la maladie en question. En effet, le virus peut très bien perdre en contagiosité mais aussi en dangerosité, ou l'inverse, et devenir plus dangereux. Selon Boris Johnson, la souche sévissant dans son pays serait 70% plus contagieuse, un chiffre dont on ignore l'origine scientifique. Mais elle n'occasionnerait toutefois pas de symptômes plus graves. Par ailleurs, si tout est concentré sur la Grande-Bretagne, il semble que ce variant ait également été observé chez des malades aux Pays-Bas et au Danemark. D'aucuns évoquent aussi sa présence en Italie.
Il n'est donc pas une exception britannique, contrairement à ceux qui se plairaient à faire croire que c'est le Brexit qui l'a fabriqué. Tout porterait également à croire qu'il est aussi déjà en France. Et si on en sait encore peu sur cette mutation, beaucoup de scientifiques se relaient déjà pour affirmer sereinement qu'elle ne remettrait pas en cause la vaccination. En effet, on aurait pu penser que les produits mis en place deviendraient inefficaces face à un nouveau variant inconnu au moment de l'élaboration, mais non. En réalité, la question de l'efficacité de ces nouvelles thérapies géniques nommées vaccins pour l'occasion est assez peu cernée sur quelque mutation que ce soit. L'objectif premier, fixé par les laboratoires, était visiblement de réduire les formes graves de Covid-19. Et si l'assurance que l'objectif est atteint est loin d'être acquise, on ignore encore davantage si une telle vaccination restreindra les contaminations, ce qui est pourtant en général le but de tous les vaccins. Du côté français, on évoque la possibilité de commencer à administrer les vaccins avant la fin du mois, même si de nombreux EHPAD, cibles prioritaires, expliquent n'avoir été informés d'aucun protocole logistique qui devrait toutefois être particulièrement complexe, notamment avec les conditions de conservation à des températures très basses, proches des moins 70 degrés pour certains produits. Dans toute cette affaire se profile donc le nouvel argument pour justifier les prochaines mesures coercitives contre les peuples, après avoir agité le taux de reproduction du virus, le fameux R0, puis les chiffres de malades en réanimation, puis les hospitalisations, puis les cas de contamination. Les mutations vont pouvoir appuyer les prochaines politiques liberticides des gouvernements à l'agonie, le nôtre sans doute en tête de gondole. De quoi nous faire comprendre que tant qu'il y aura un consentement majoritaire du peuple, il y aura toujours des arguments pour l'enfermer. Et alors que Noël se rapproche à grands pas et que l'agence européenne vient de donner son aval pour le vaccin de Pfizer, nous sommes allés demander aux Français à quelle fête de Noël ils se préparaient et comment ils envisageaient l'année 2021. Des propos recueillis par Géraud Dufayet. Bonjour monsieur, comment allez-vous passer Noël? Est-ce que vous allez suivre les recommandations du gouvernement? Probablement pas, je vais aller en Bretagne. Bon, chacun fera chez soi. Mais on va être ensemble par Skype. On va essayer de faire attention. Est-ce qu'on sera en permanence, en respect de toutes les règles? Probablement pas. Oui, malheureusement, on est obligé de le faire. J'ai une famille qui est très asthmatique et donc du coup je suis obligée de le faire. C'est triste cette année, mais on n'a pas le choix. Quand on regarde dans l'entourage, on sent que les gens vont pas suivre les consignes. J'ai beaucoup d'amis, de famille qui vont se réunir malgré tout. Il y a plus de 6. J'ai l'espoir que d'ici printemps-été, on puisse avoir un truc qui soit un peu plus proche de ce qu'on appelait la normale avant. Ça va pas être notre génération qui va pouvoir refaire la fête en janvier, quoi. Donc je crois qu'il faut s'attendre à une éclaircie, mais pas immédiate du tout. J'essaye de rester optimiste malgré tout et malgré aussi le nouveau génome qui vient d'arriver au Royaume-Uni. Comment réagiriez-vous s'il y avait un nouveau confinement? Écoutez, ça va être très très dur, moi qui recherche du travail aussi et refuse pas mal. Écoutez, personnellement, je ne resterai pas là parce que ce serait compliqué pour moi d'être confinée seule. Je referai un confinement. Je pense que les confinements, même si c'est pas toujours agréable, quelque part on s'y fait. Vous pensez que les confinements sont légitimes et utiles? Non, je trouve qu'il y a des choses pas très normales, mais bon, comme les remontées mécaniques par exemple, c'est un peu triste, mais comme ça. Je comprends qu'il y a énormément de Français qui vont avoir vraiment du mal, quoi. Après, c'est vrai qu'on est un pays qui a été dans les meilleurs, dans les aides fournies aux personnes, etc. Mais ça commence à peser, quoi. Et, économiquement, évidemment, mais aussi socialement, psychologiquement, c'est dur. On va sûrement passer avec beaucoup d'étapes de ouvert-fermé, ouvert-fermé. Je pense que ça va être l'avenir pendant un certain temps, oui. Oui, je compte me faire vacciner. Comme je vous dis, je suis en première ligne, donc comme je suis jeune et j'ai pas des comorbidités, je ne serai pas dans la première phase, mais dès que je suis autorisé à être vacciné, je le ferai. Oui. Non, je laisse les cobayes entre guillemets y aller, parce que je pars du principe que le sida, on a mis 10 ans pour trouver quelque chose, et là en 9 mois, le temps d'une grossesse, on nous sort un vaccin, donc non, le vaccin, je préfère observer. Je suis en train de me tâter là-dessus. Je crois qu'il va falloir quand même qu'on ait des preuves. Moi, je n'aime pas imaginer les effets secondaires. Le rendre obligatoire, peut-être pour des personnes un peu fragiles, je dirais, mais moi, en tout cas, c'est une grande question. Je ne sais pas du tout. Déjà, notre président, il va tester et puis il nous dira.
Brexit relégué au second plan, alors que la rupture définitive entre Londres et Bruxelles doit intervenir le 1er janvier prochain. Les négociations patinent pour tenter de trouver un accord commercial. Une mission délicate et la crise sanitaire n'arrange pas les choses. Le point avec Thibaut Bastide. J-10 avant le Brexit, après de multiples rebondissements et des négociations qui n'en finissent plus, Bruxelles et Londres n'ont toujours pas trouvé de compromis. Après une fin de semaine centrée sur l'épineuse question de la pêche qui bloque toute perspective d'accord, les négociations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne ont timidement repris ce lundi. À ce sujet, les discussions portent sur le partage des quelques 650 millions d'euros de produits pêchés chaque année par l'UE dans les eaux britanniques et la durée de la période d'adaptation pour les pêcheurs européens. Bruxelles proposerait de renoncer à environ 20% des 650 millions à l'issue d'une période de transition de 7 ans. Londres en revendiquant 60% sur une période de 3 ans. Au-delà de cette transition, l'UE veut pouvoir taxer certains produits britanniques, en particulier ceux de la pêche, pour compenser ses propres pertes dans le secteur. Des négociations sans fin et sans débouché alors que le divorce définitif doit intervenir le 1er janvier prochain. Autant dire que la mission paraît impossible dans la mesure où aucune des deux parties n'entend jeter l'éponge en premier pour ne pas porter la lourde responsabilité d'un échec. Si la perspective d'un accord avant la date butoir était déjà hautement improbable, le Covid vient encore un peu plus corser les choses. En effet, dans cette dernière ligne droite vers le Brexit, la flambée des contaminations attribuée à une nouvelle souche accapare l'attention du gouvernement britannique qui a annoncé le reconfinement de Londres et du sud-est de l'Angleterre. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a d'ailleurs présidé une réunion de crise à ce sujet, faisant presque passer le Brexit au second rang de ses priorités. Dimanche, plusieurs pays, dont la France, ont décidé de suspendre tout déplacement en provenance du sol britannique. Conséquence directe, le trafic vers le continent est désormais à l'arrêt. Une fermeture qui tombe au plus mauvais des moments, les ports anglais connaissant actuellement un trafic massif, les entreprises étant engagées dans une course contre la montre pour remplir leur stock avant la sortie du marché unique européen le soir du 31 décembre. La Grande-Bretagne sur tous les fronts, une aubaine pour l'Union européenne. D'ailleurs, la décision de suspendre le trafic en provenance de la Grande-Bretagne a de quoi interpeller, alors que la France n'a jamais interdit les déplacements transfrontaliers tout au long de la crise sanitaire, pas même avec la Chine au début de l'épidémie. Difficile donc de ne pas y voir une forme de sanction facile à l'égard de la Grande-Bretagne, alors que cette dernière ne cède pas aux caprices de Bruxelles. Mais le temps presse et les députés européens estiment qu'il est désormais impossible de ratifier un éventuel accord post-Brexit à temps pour qu'il entre en vigueur le 1er janvier. Dernière possibilité, un accord conclu in extremis pourrait être appliqué provisoirement le 1er janvier avec une ratification a posteriori du Parlement européen. Pour cela, il faudrait qu'un compromis soit trouvé avant le 25 décembre, un cadeau de Noël qui aura du mal à arriver à temps. Et on reste avec Thibaut Bastide, cette fois pour l'actualité en bref. Benoît Payan, nouveau maire de Marseille. Comme attendu, le premier adjoint socialiste a été élu ce lundi lors d'un vote au conseil municipal de la cité phocéenne. Il a recueilli 53 voix, soit l'ensemble des suffrages exprimés, alors qu'il était le seul candidat en lice pour succéder à Michel Rubirola qui avait annoncé sa démission la semaine dernière. Les Républicains et le Rassemblement national ont refusé de participer à ce vote, dénonçant une mascarade. Le Parti socialiste s'empare donc de la deuxième ville de France grâce à ce tour de passe-passe soigneusement préparé. Une plateforme pour signaler le trafic de drogue. Dimanche, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué que 3952 points de vente de drogue ont été recensés en France métropolitaine et en Outre-mer. Incapable de mettre un terme au trafic, le locataire de la place Beauvau a annoncé la création d'une plateforme pour permettre aux habitants de les signaler. Cette plateforme doit être mise en ligne à partir de 2021. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, la Seine-Saint-Denis, le Rhône et le Nord sont les 3 départements comptant le plus grand nombre de points de deal. De son côté, la Guadeloupe est le département où la densité de points de deal est la plus importante. Les Gilets jaunes donnent toujours de la voix. Samedi, ils étaient plusieurs centaines à s'être réunis devant le Conseil d'État à Paris pour réclamer le RIC et la démission d'Emmanuel Macron. La plupart des manifestants portaient un parapluie arc-en-ciel devenu un symbole de soutien après l'interpellation d'une femme accusée d'être mêlée au Black Bloc. D'autres actions se sont également tenues ailleurs en France. Les Gilets jaunes poursuivent donc tant bien que mal leur mobilisation plus de 2 ans après leur première manifestation.
La SNCF déraille. Dans un entretien accordé au Figaro, le patron de la Société nationale des chemins de fer français, Jean-Pierre Farandou, a confirmé un recul du chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros en 9 mois, alors que la société compte une marge opérationnelle en perte de 4 milliards d'euros à cause de l'épidémie de Covid-19. Ces données ne tiennent pas compte du second confinement. La SNCF se dirigerait vers les 5 milliards de pertes opérationnelles liées au Covid, alors qu'elle comptait sur une marge positive de 6 milliards d'euros en 2020. Cependant, la SNCF peut toujours compter sur les aides d'État d'un montant de 4,7 milliards d'euros qui devraient éviter la cession d'actifs de valeur pour combler les trous. Les États-Unis sortent le chéquier. Dimanche, les républicains et démocrates au Congrès sont tombés d'accord sur un nouveau plan massif de soutien à l'économie américaine. Un vote sur une aide totale de 900 milliards de dollars est prévu ce lundi devant les deux chambres. Une douzaine de millions de chômeurs en fin de droit, des milliers d'entreprises, de centres de soins, d'écoles et d'Américains en retard de paiement sur leurs loyers et autres prêts comptent sur ces aides pour éviter la banqueroute. En revanche, 2 éléments ont été exclus du compromis. Les républicains renoncent aux dispositions protégeant les entreprises de poursuites judiciaires dans les cas où leurs employés seraient contaminés par le Covid-19 sur leur lieu de travail. De leur côté, les démocrates abandonnent leur souhait de transfert massif de ressources fédérales au profit des États et des villes dont les recettes fiscales ont chuté en raison de la contraction de l'activité. Situation sous contrôle en République centrafricaine. Dimanche, le porte-parole de la Force des Nations Unies dans le pays a assuré que les rebelles ont été bloqués ou repoussés dans plusieurs localités après un début d'offensive. Vendredi soir, 3 des plus puissants groupes armés qui occupent plus des 2 tiers du pays progressaient sur des axes routiers permettant l'approvisionnement de la capitale, Bangui. Une tentative de coup de force possiblement politique puisque le gouvernement a accusé l'ancien président François Bozizé de vouloir marcher avec ses hommes sur Bangui. Une accusation aussitôt démentie alors que les élections présidentielles et législatives sont prévues dimanche prochain. Son crachat va lui coûter cher. Samedi, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram, fils de Lilian Thuram, a craché sur un joueur adverse lors d'un match du championnat allemand. Un geste qui n'est pas passé inaperçu. Marcus Thuram a été exclu de la rencontre et son club lui a infligé une lourde amende, 150 000 €, correspondant à 1 mois de salaire. La commission de discipline devrait également sanctionner le joueur de l'équipe de France. En revanche, ce crachat n'a pas trouvé un écho particulièrement important en France. Le papa de Marcus Thuram, toujours prompt à hurler au racisme, n'a visiblement pas été choqué par l'attitude de sa progéniture. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, pour notre Zoom du jour, le militant trotskiste Patrick Loiseau présente son nouvel ouvrage « L'islam, nouveau cancer du mouvement ouvrier ». Les religieux qui respectent la laïcité sont discrets. Or, la religion musulmane n'est absolument pas discrète, elle l'est de moins en moins. Donc, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, si on veut revenir à un cadre qui soit ce qu'a connu l'Église catholique, enfin les catholiques et les protestants avec la loi de 1905, ça serait de revenir à un cadre contraignant pour la religion musulmane, effectivement. C'est-à-dire, soyez discrets et vous pourrez continuer à exister, il n'y a aucun problème. Ça, pourquoi est-ce qu'ils devraient nous imposer le voile dans la rue? Pourquoi le halal, c'est-à-dire la cruauté animale? Pourquoi les espaces réservés aux femmes dans les piscines, etc., etc. Bon, toutes ces revendications-là sont inacceptables du point de vue de la République et de la laïcité, quoi. Également au programme ce soir, retrouvez Politique Éco. Olivier Pichon et Pierre Bergerot reçoivent Éric Doutrebente, président de la financière Tipolo, pour parler de la tempête boursière. Tout de suite, c'est Mes Libertés Politiques avec François Billot-de-Leclerc et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Chers amis téléspectateurs, permettez-moi ce soir de vous raconter une petite anecdote personnelle.
Comme des milliers de personnes le font chaque année, j'ai parcouru les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle par petites étapes chaque été. Cela m'amena un jour dans la ravissante petite ville d'Estaing, au milieu de laquelle se dresse un magnifique château, le château d'Estaing, propriété de la famille Giscard d'Estaing. Je rejoignais le gîte Saint-Jacques, je me faisais une petite beauté, car vous pouvez imaginer l'état de votre modeste chroniqueur après 25 km de marche sous une température de l'ordre de 40 degrés. Puis je décidai de visiter le château de Feu Valéry, paix à son âme. Je rejoignais donc le château et commençais donc la visite. J'arrivais rapidement devant une porte donnant sur une suite de salles dans lesquelles se dressaient de grands panneaux expliquant le septennat de Feu Valéry, paix à son âme. Je rentrais dans la première salle. Un grand panneau indiquait fièrement « Les 3 réformes fondamentales opérées par le président Giscard d'Estaing la première année de son septennat ». Et 3 panneaux annexes développaient ces 3 réformes fondamentales. Premier panneau, je lisais « Relance de l'Union européenne par la création du fameux Conseil européen ». À partir de cette création toute giscardienne, le développement de l'Europe technocratique ne connaîtra plus d'obstacles. Valéry, paix à son âme, aura été le puissant accélérateur de la destruction de la France souveraine. Merci, Valy. J'arrivais devant le second panneau et je lisais « La modernisation de la vie sociale par la loi sur l'avortement ». Depuis cette loi voulue par Valéry, paix à son âme, et mise en forme par le Grand Orient de France, plus de 8 millions de bébés seront supprimés dans le ventre de leur maman. Merci, Valy. Je filais vers le 3e panneau et je lisais « Une mesure de justice sociale, la mise en place du regroupement familial ». Par cette loi voulue par Valy, paix à son âme, l'immigration connaîtra un développement prodigieux, prodigieusement coûteux et prodigieusement destructeur de la France. Merci Valy. Je n'avais visité que la première salle qui évoquait uniquement les réformes calamiteuses de la première année du septennat de Valy et j'étais déjà KO debout. Or, je n'étais pas sur les chemins de Saint-Jacques pour mourir d'une crise cardiaque. Je quittais donc le château sur la pointe des pieds et allais respirer le bon air pur en visitant le ravissant petit village d'Estaing. Puis je m'installais sur la terrasse d'un café et rédigeais une belle lettre à Valy, paix à son âme, dans laquelle, avec tout le respect dû à son haut rang, je le sermonnais sur ces 3 panneaux calamiteux. Je retournais au château et donnais en main propre la lettre à la directrice du château, qui me promettait de la remettre en main propre à Valy, paix à son âme, qui allait arriver la semaine suivante. J'indiquais dans cette lettre mon numéro de portable pour que Valy puisse me téléphoner et pour que nous discutions de tout cela. J'attends toujours son appel, que je risque d'ailleurs de ne plus jamais avoir car je crois que Valy nous a quittés, paix à son âme. Je reprenais le lendemain mon chemin de Saint-Jacques, bien décidé à admirer l'œuvre de la création et à oublier cette salle maudite du château d'Estaing. Sur cette conclusion d'une beauté toute amnésique, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.